Bonjour Thomas Danzambo. Bon, Lionel. Merci beaucoup d'avoir accepté de partager cette interview où on va parler du fait de cesser finalement d'être gentil et d'être soi, d'être vrai avec soi-même. C'est un sujet qui est très important et peut-être que beaucoup de personnes n'appliquent pas en fait au quotidien parce qu'ils ont l'impression qu'être vrai, c'est aller à l'encontre de soi-même finalement. Oui, pas mal de gens ont l'impression que en tout cas, s'ils sont vrais, s'ils sont authentiques, les gens, et donc souvent ils se retiennent, ils disent des oui gentils alors qu'ils pensent non, ils n'osent pas montrer leur parce qu'ils ont peur de ne pas être acceptés ou de causer du mal. Et donc beaucoup de gens mettent leurs émotions dans ce que j'appelle la cocotte minute, et à force de bouillonner sur le feu avec des couvercles très serrés, des couvercles de conditionnement familiaux, couvercle sur la cocotte explose et ça peut faire effectivement beaucoup de dégâts. Et donc nous avons besoin à dire ce qui se passe en nous, même si c'est la colère, même si c'est le désaccord, même si c'est la tristesse par l'autre. Et ça s'apprend. Comment dire sa colère de façon claire sans pour autant être agressif. On peut apprendre à faire des colères non violentes. C'est extrêmement précieux. Hmm. D'ailleurs, ça tombe bien parce que vous êtes aussi spécialisé dans tout ce qui est la communication non violente. Et j'aimerais revenir là-dessus parce que on a l'impression peut-être qu'en étant soi-même, en étant vrai, ça passe par l'affirmation de soi. Et l'affirmation de soi, il y a quelque chose de très paradoxal parce que s'affirmer, ce n'est pas forcément s'imposer à l'autre d'une manière agressive. Et ça passe effectivement par la communication non violente pour le coup. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, Thomas, sur cette communication non violente? Comment ça se passe dans l'affirmation de soi? J'ai eu la chance, son fondateur, il y a bientôt 25 ans maintenant, Marshall Rosenberg, et nous sommes tout un réseau en France, en Belgique, en Europe, mais à travers le monde, même de formateurs, formatrices, si ça intéresse nos auditeurs, de taper communication non violente, il y a moyen de se former à cette approche. Ça s'apprend comme une nouvelle langue. On apprend à s'exprimer d'une façon qui soit audible par l'autre, à mettre des mots plutôt que de dire tu es un égoïste, tu penses qu'à toi, ce qui ne va pas s'enfuir ou nous répondre sur le même ton. On va les dire écoute, quand tu pars seul sans me dire où tu vas, je me sens triste parce que j'ai à partager, j'aime bien échanger. Serais-tu d'accord de me dire où tu vas? Et donc, je vais formuler un sentiment, un besoin et une demande. Au début, ça demande un peu de pratique parce que nous sommes souvent coupés des sentiments. On a peu de mots, la plupart du temps, on dit ça va, mais on n'a pas beaucoup de vocabulaire pour discerner ces sentiments. Alors que on va avoir pratiquement 200 mots pour décrire son état, ses sentiments. Et c'est précieux d'avoir cette finesse, c'est vraiment comme un tableau de bord pour piloter notre vie intérieure. Et puis, on va essayer d'exprimer nous vivons nos besoins toute la journée, besoin de partage, de rencontre, de compréhension, d'amour, de tendresse, de sens, etc., de reconnaissance, d'appartenance, besoin toute la journée. Alors nous sommes heureux quand les besoins sont nourris, nous sommes malheureux quand ils ne sont pas nourris. Et plutôt que d'en attribuer la responsabilité aux autres, nous allons prendre nos besoins en main. Je peux passer ma vie à me plaindre, je suis tout seul, personne ne m'aime, ça ne va pas me rendre très aimable. Par contre, si je réalise, je me sens seul, j'ai besoin d'amour, et j'attends 1000 ans que ça tombe. Ben non, je vais peut-être me dire, ben, je vais peut-être rejoindre un groupe, je vais aller faire du tennis ou faire du chant dans un chœur. Je prends mon besoin d'être aimé ou de rencontrer des gens, en tout cas en main. Et donc, cette approche de la communication non violente crée une dynamique, en tout cas, nous invite à sortir d'une sorte d'inertie que nous pourrions nous complaire. D'accord, très bien. Donc, ce que vous dites, c'est que finalement, pour s'affirmer soi, déjà, c'est déjà prendre en main sa propre communication à travers des choses qui nous font nous sentir bien ou des choses qui nous permettent d'être à l'aise dans un milieu qui nous correspond, par exemple. Oui, pour pouvoir s'affirmer de façon juste, adéquate, ça demande de se connaître. Et la plupart du temps, les gens qui s'affirment trop, qui prennent trop place, ce qu'on appelle un ego hypertrophié, sont souvent des gens qui se connaissent pas bien et qui ont besoin de prendre bien plus de place que nécessaire pour se sentir exister. C'est assez fatigant quand on travaille en groupe, en équipe, avec des personnes comme ça. Et donc, nous avons besoin, par hygiène de conscience et par citoyenneté, d'apprendre à savoir qui nous sommes pour nous
au bon endroit, sans renoncer non plus à sa place. Nous sommes sur Terre pour exister avec tous nos talents et fleurir avec nos talents. Et parfois, ça demande un peu d'encouragement. Et j'en parle comme quelqu'un qui a longtemps manqué d'estime de soi. J'avais appris dans la famille catholique bourgeoise dans laquelle j'ai grandi qu'il ne faut pas prendre trop de place, qu'il ne faut pas se mettre en avant, qu'il faut être gentil, poli, courtois. Et en cela, il y a de belles valeurs, évidemment, de courtoisie, de respect, d'attention, on est bien d'accord. Mais j'ai pu vérifier que ça étouffe. Nous avons aussi besoin d'exister, de prendre notre place, d'appartenir, de pouvoir traverser des conflits, apporter une contribution qui n'a pas été prévue. Ça crée du vivre ensemble, que beaucoup de gens viennent se former à cette approche justement pour avoir une bonne estime de soi, qui permet notamment de traverser les conflits. La plupart du temps, quand on n'aime pas les conflits, qu'on les fuit, c'est qu'on n'est pas rassuré qu'on va s'en sortir vivant. Et donc, on préfère les étouffer. Et si on sont nous, plus de force intérieure, plus de capacité à entendre la différence sans être traumatisé par elle, et bien plus nous sommes capables de traverser les conflits. Et ça, franchement, c'est un enjeu citoyen parce que des conflits, on en aura toujours. On n'est pas dans un monde de bisounours. Ce n'est pas parce qu'on apprend la non-violence qu'on va éviter les conflits. Par contre, on va s'outiller pour mieux les traverser et peut-être même, et assez souvent, si je peux me permettre ce témoignage, assez souvent, on va les rendre féconds. C'est-à-dire qu'il y a une position, la mienne, il y a ta position, la tienne. Si chacun s'accroche à sa position, ça ne va pas être fécond. Mais si on s'ouvre en disant, tiens, ta position est peut-être intéressante, mais peut-être que la tienne est également intéressante, on va trouver une troisième voie qui nous fait émerger un autre palier de conscience auquel nous ne nous attendions pas, mais qui est simplement le résultat qu'on s'est écouté avec empathie, avec bienveillance, ce qui ne veut pas dire qu'on soit d'accord, et on a laissé du temps reposer, comme on fait pour un bon plat, et le lendemain ou le surlendemain, assez souvent nos intelligences ont fonctionné, nos égos se sont un peu dissous, et tout d'un coup, on va se rencontrer à un autre endroit. Et donc, je demande à la personne de me croire sur parole, mais je le vois depuis 25 ans. Nous sommes... J'aime le résumer comme ceci, il y a bien plus d'intelligence dans deux cœurs qui essayent de se comprendre, même s'ils n'arrivent pas, que dans deux intelligences qui essayent d'avoir raison mordicus. Intelligences qui essayent d'avoir raison mordicus se battent. Deux cœurs qui essayent de se comprendre, petit à petit se rencontrent et peuvent assez souvent s'unir. Mais nous devons changer des vieilles habitudes, hein, notamment l'habitude de vivre les rapports humains comme des rapports de force. C'est un vieux logiciel, on peut changer ça. On n'est pas condamné à vivre des rapports de force. On peut apprendre à vivre des rapports de collaboration, d'empathie et d'écoute. Et de nouveau, je pense que ça, c'est vraiment un enjeu urgent aujourd'hui. Donc, merci de m'inviter pour partager ces quelques clés, Lionel. C'est vraiment important, d'ailleurs, ce que vous dites. C'est qu'à dire qu'aujourd'hui, on est dans un rapport de force quotidien avec les autres, alors qu'on peut totalement être en harmonie et comprendre le point de vue de l'autre et trouver une espèce de, justement, ce rapport fécond, une symbiose entre les deux, un point de convergence sur lequel on peut se diriger, puisqu'on n'est pas obligé justement de rentrer dans un conflit ou quelque chose qui nous amène à détester l'autre, etc. Donc c'est clairement ça et c'est très important justement de partager ce type de choses. Donc merci à vous. D'ailleurs, je sais que vous sortez un livre bientôt qui sera lié au fait que les adultes, c'est important que les adultes soient des sources d'inspiration pour les jeunes, les générations à venir. Et ça me fait revenir là-dessus, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a peut-être beaucoup ce rapport de force entre l'adulte et le jeune. Est-ce que ça, c'est l'une des parties aussi qu'aborde ce livre, dans le fait que pour être une source d'inspiration de quelqu'un, il est important de faire des choses justement qui inspirent les gens, des choses sur lesquelles quelqu'un peut se calquer un modèle. Sauf qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de relations conflictuelles, par exemple, dans une relation de couple chez l'adulte. Et forcément, l'enfant ne se reconnaît pas, il ne sait pas véritablement comment agir, par exemple, si c'est un homme avec sa femme ou une femme avec un homme. Donc, est-ce que c'est déjà à ce niveau-là, par exemple, que les relations de l'enfant, quand il grandira, sont déjà impactées par les conflits familiaux qu'il y a au sein du couple parent, père-mère? Bien sûr, les enfants sont extrêmement sensibles au climat dans lequel ils grandissent et à l'atmosphère qui se dégage de la vie familiale, de la vie conjugale de leurs parents, bien sûr. Ils sont extrêmement sensibles à ça. Il n'y a rien d'anodin dans
le ton qui est employé, dans la façon de gérer les conflits, de rencontrer les désaccords, de faire les choix avec les deuils nécessaires, parce que quand on prend une option, ben, on est amené à renoncer à l'autre. Tous ces fonctionnements de la vie quotidienne, les enfants les captent très très fort. Et donc, effectivement, s'ils ont un modèle qui est inspirant, c'est-à-dire qui est pacifiant, qui est bienveillant, qui est généreux, qui est à l'écoute, ça sera extrêmement structurant dans ce sens-là pour devenir à leur tour des citoyens à l'écoute, disponibles, bienveillants, cherchant la co-construction dans les enjeux humains. Inversement, bien sûr, s'ils ont un rapport très conflictuel avec des parents qui sont encore accrochés à l'ancien fonctionnement dont on vient de parler, de rapport de force, je face à tu, mais en oubliant le nous qui va les rassembler, et ils risquent effectivement de reproduire ce même genre de schéma. Et donc, ça n'est pas anodin que de s'interroger sur soi-même, et c'est la question que je pose dans le titre de mon bouquin, notre façon d'être adulte fait-elle sens et envie pour les jeunes? Et ce n'est pas anodin de se poser cette question comme adulte. Est-ce que j'ai trouvé, est-ce que j'ai d'abord cherché ce qui fait sens pour moi? Pour moi, pas juste copier-coller de ce que la société veut autour de moi, mais qui fait pas forcément sens pour moi. Est-ce que j'ai trouvé un sens personnel et vivant à mon existence? Est-ce que je me sens tressaillant de la joie de vivre parce que j'ai cherché à trouver le bon endroit, comme la pièce de puzzle cherche le bon endroit pour se mettre? La plupart du temps, les gens se sont résignés à être à un endroit qui ne leur convient pas et ils ont abandonné l'espoir de changer les choses. À la fois, je peux comprendre ça. J'ai été un avocat qui n'est pas au bon endroit et qui s'ennuie dans son métier. J'ai eu la chance d'écouter mon ennui et d'accepter qu'on n'est pas sur Terre pour s'ennuyer. On est sur Terre pour être joyeux et contagieux, généreux de sa joie. Et donc, il y a cet enjeu de retrouver du sens dans notre vie, quand le sens est parti, ou peut-être on l'a même jamais cherché, et en même temps retrouver ce qui fait envie, qu'est-ce qui donne le goût de vivre. On est sur Terre pour être, je dirais, avoir faim de vivre, avoir envie de vivre. La moindre fleur qui pousse, le moindre arbre qui pousse, le moindre chevreuil dans la forêt, est dans une expansion, dans une joie de vivre. Nous avons besoin de retrouver cet élan-là, qui est l'élan de la vie même. Et je peux assurer, puisque j'accompagne tant de personnes dans la souffrance depuis tant d'années, que nous ne manquons pas de ressources. Nous avons vraiment des ressources aussi considérables qu'ignorées la plupart du temps pour nous transformer petit à petit. Ce sont des apprentissages. Et un jour, et je suis sûr qu'ils figureront dans les programmes scolaires, c'est une urgence que tout être humain qui va à l'école, à côté de lire, écrire et calculer, apprenne à savoir qui il est, comment il se sent, quels sont ses talents, comment les mettre joyeusement au monde, au service de la vie communautaire. Mais il a aussi besoin d'apprendre qu'est-ce qui l'attriste, qu'est-ce qui le peine, qu'est-ce qui le frustre, qu'est-ce qui le rend impuissant ou en colère, et qu'il a besoin de comprendre avant de faire payer sa colère aux autres. On voit l'enjeu citoyen de ce travail sur soi, c'est de l'hygiène de conscience, c'est un enjeu de santé publique, apprendre à se connaître. C'est vraiment hyper important, c'est l'une des clés pour avoir une vie épanouie et faire des choses bien, qu'on le considère bien, parce que ce qu'on fait de bien peut-être n'est pas bien pour quelqu'un d'autre, en tout cas être aligné avec soi et aligné sur ses valeurs. Donc c'est hyper important de se connaître suffisamment. C'est ça. Est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter sur le fait que justement apprendre à se connaître, le fait que les parents sont une source d'inspiration pour les jeunes, etc., qui puisse permettre aux personnes de prendre conscience que c'est hyper important de travailler sur soi-même pour justement inspirer les autres, pour déjà être bien et ensuite inspirer les autres dans leur vie. Oui, et ça ne concerne pas que les parents, d'ailleurs, les enseignants, bien sûr, mais tout adulte, parce que même si on n'est pas en rapport avec des enfants, nous avons toujours un enfant intérieur à accompagner, donc tout le monde peut faire ce travail de prise de conscience. Je propose dans mon livre un petit exercice simple, c'est de retrouver en mémoire une personne qui nous a inspiré, un parent, un grand-parent, parfois un parrain, une marraine, une tante, un oncle, un proche, parfois un enseignant, bien sûr, ou si on a été élevé dans une religion, parfois un personnage de la religion a pu, bien sûr, nous inspirer. Et je propose de lui retrouver 3-4 valeurs qui nous ont inspirés, pas tant dans ce que la personne faisait, ni même ce qu'elle disait, mais dans ce qu'elle était, ce qu'elle incarnait par sa dégaine à travers les événements. Et c'est un exercice que je propose en conférence depuis plus de 10 ans maintenant et qui se révèle extrêmement inspirant pour nous permettre de dire « Ah mais oui, c'est vrai, cette personne m'a inspiré telle et telle valeur, qu'est-ce que moi j'en fais ?» Et je donne volontiers l'exemple de ma grand-mère parce que nous cohabitions dans une grande maison à la campagne et mes grands-parents avaient leur partie, notre partie, mais on se voyait très régulièrement et j'adorais ma grand-mère et j'aimais chez elle sa simplicité,
sa fantaisie, son côté très artiste et sa grande générosité. J'adorais ces qualités chez ma grand-mère. Et j'ai réalisé très tôt que ces qualités, ça la rendait heureuse. Et je me suis dit, mais être heureux, c'est être simple, joyeux, fantaisiste, artiste, bienveillant. C'est simple, c'est ça. Et j'ai voulu vivre comme elle, et je lui suis encore reconnaissant de m'avoir transmis de belles valeurs comme ça. Et j'invite donc les personnes qui nous écoutent à remonter comme ça en mémoire, à se dire, tiens, alors s'ils n'ont pas connu en vrai, ça peut malheureusement arriver, qu'on n'ait pas grandi avec un entourage très inspirant, on vient d'en parler. Mais à ce moment-là, ces personnes peuvent peut-être rêver ou retrouver un héros dans la littérature ou dans les films, etc., qui est inspirant. Quelles sont les valeurs de cette personne? En quoi est-ce qu'elle me parle? Et comment est-ce que moi, à mon tour, je peux les incarner, les vivre? Parce que ça permet de transformer, non pas le monde tout autour, mais le monde dans lequel je suis. Si je réalise que j'aime la fantaisie, la bienveillance et l'écoute, et que je me chamaille avec mon petit copain, ma petite copine, je vais me rappeler, attends, fantaisie, hein, il y a une position, une autre position, il y a 1000 positions. On va mettre un peu de fantaisie dans notre rapport de couple. Si j'avais chéri la bienveillance ou l'écoute de ma grand-mère ou de mon parrain, de ma marraine, etc., attention, écoute, la personne en face de moi n'est pas d'accord avec moi, ben, je m'intéresse à sa posture, je souhaite du respect pour ma posture, le minimum c'est que j'en ai pour la posture de l'autre. Et ainsi, là où je suis, avec les moyens que j'ai, même menu, j'instaure les valeurs auxquelles je crois et dont je voudrais voir qu'elles fleurissent tôt ou tard dans la société. Mais elles ne vont pas fleurir dans la société si chacun de nous ne s'y emploie pas. C'est aussi simple que ça. Et je ne dis pas que ce soit facile tous les jours, hein. Je dis juste que ça vaut la peine. Ouais. De toute façon, il y a cette phrase que c'est Mohamed Ali qui disait, ou Gandhi, l'un des deux, que si tu veux en fait, incarner déjà le changement qu'on veut voir dans la société. C'est Gandhi qui disait ça. C'est le changement que tu veux voir dans le monde, oui. Be the change you want to see in the world. Voilà, parce que c'est important de se rappeler que souvent, tout ce qui est autour de nous, c'est déjà en nous-mêmes. Donc, c'est ça. En tout cas, merci beaucoup pour cet échange et ce que tu as partagé. Je sais que c'est assez important justement de partager ce type de choses avec les personnes qui regarderont cette vidéo parce que c'est ce qui n'est pas aujourd'hui mis en valeur alors que ça devrait l'être, clairement. Parce que ce sont des choses fondamentales. Et donc, je te remercie beaucoup, Thomas Dozambo, d'avoir partagé ça avec nous. Avec plaisir. Et je continuerai avec plaisir si tu as d'autres sujets plus tard. Très bien. Merci beaucoup à toi. Très bonne journée. Merci. Bonne continuation pour ce que tu fais aujourd'hui. Et je te laisse le mot de la fin et dire ce que tu fais. Merci. Encourager les personnes qui nous écoutent à s'ouvrir à ce petit travail de connaissance de soi. Des outils magnifiques existent aujourd'hui. Et ce que j'observe, c'est qu'un citoyen pacifié se révèle un citoyen pacifiant. Et donc, c'est tout bénéf pour tout le monde. Évidemment que le citoyen qui a appris à se pacifier, à gérer ses angoisses, ses peurs, ses colères, ses désarrois, ses addictions, il se sent déjà beaucoup mieux. Ça fait du bien à son entourage immédiat, mais en même temps, autour, dans les équipes où il va travailler, les gens qu'il va rencontrer, il va apporter un sillage de pacification. Ayant compris un peu mieux l'humain en lui, il va avoir des clés pour comprendre l'humain en l'autre, en s'étant un peu dégagé de son ego. Il va encourager les gens par sa dégaine, pas forcément par un discours, hein, mais par son attitude à quitter leur ego. Et donc, on va avoir une société qui s'émancipe un peu de ses vieilles habitudes. Voilà, c'est un encouragement à développer cette hygiène de conscience, comme on a développé il n'y a pas si longtemps dans l'histoire de l'humanité, le fait de prendre des douches, de se laver, de se changer. L'hygiène physique est très récente dans l'histoire, en tout cas au degré où nous l'utilisons aujourd'hui. Nous avons besoin d'instaurer des rituels d'hygiène psychospirituelle dans nos vies. Et c'est à ça que j'ai envie de contribuer. Merci beaucoup, Lionel. Très bien. À bientôt, Thomas. Au revoir. Au revoir.